Je l'ai vu, je l'ai vécu, j'en ai fait l'expérience. C'est l'argument le plus fort qu'on puisse opposer à quelqu'un aujourd'hui, plus fort que le statistique, plus fort que les études, plus fort qu'une démonstration logique. Mon expérience, c'est ma réalité. Et ma réalité, personne ne peut me la retirer. C'est une conviction tellement profonde qu'elle est devenue presque un axiome moral. On sacralise le vécu, on se méfie des théories, on dit que ce sont ceux qui ont traversé quelque chose qui savent vraiment ce dont il s'agit. Et si vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu, vous ne pouvez pas comprendre. Cette conviction traverse les cultures, les générations, les idéologies. Qu'on soit empiriste ou romantique, pragmatique ou mystique, on croit au fond que l'expérience est la source première de la connaissance. Spinoza dit que c'est le niveau le plus bas des connaissances qui existent. Pas imparfait, encore moins insuffisant, le plus bas. Et il a un nom pour ça. Dans la partie 2 de l'éthique, proposition 40, il appelle, je cite, connaissance par expérience vague. Fin de citation. Vague, c'est le mot qu'il a choisi. C'est que vous croyez savoir parce que vous avez vu, ressenti, traversé, entendu. C'est de la connaissance vague, fragmentaire ou inadéquate. Et dans la proposition 41 de cette même partie, il va plus loin. Je cite, la connaissance du premier genre est l'unique cause de la fausseté. Fin de citation. L'unique cause, pas une cause parmi d'autres. La seule. Voilà. C'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Mais on ira plus loin que d'habitude parce qu'à la fin, ce n'est pas seulement votre expérience qui sera en difficulté. C'est Spinoza lui-même. Pour comprendre ce que Spinoza est en train de faire, il faut savoir qu'il ne l'invente pas de rien. 20 siècles plus tôt, dans le livre 6 de la République, Platon demande à son interlocuteur d'imaginer une ligne coupée en deux parties, inégales, puis chaque partie recoupée dans la même proportion. 4 segments, 4 niveaux de connaissance. En bas, dans le monde visible, les ombres, le reflet, c'est ce que Platon appelle les images, puis les objets sensibles eux-mêmes, le corps et les choses qu'on touche. Au-dessus, dans le monde intelligible, la pensée du géomètre, qui part d'hypothèses qu'elle ne questionne pas et descend vers ses conclusions. Et tout en haut, la dialectique pure, celle qui, comme l'écrit Platon, remonte jusqu'au principe qui n'admet plus d'hypothèses, sans faire usage d'aucune image, par les seules idées. Regardez la structure. Elle est presque identique à celle de Spinoza. Le monde sensible, ce sera le premier genre, la géométrie d'hypothétique sera le deuxième, et la saisie directe du principe, sans image ni démonstration, sera le troisième. Spinoza hérite de Platon. Mais il fait quelque chose que Platon n'aurait jamais accepté. Chez Platon, le sommet de la ligne pointe vers le bien, un principe transcendant situé au-delà des lettres, au-delà du monde. Connaître, c'est s'élever hors du sensible. Or, chez Spinoza, il n'y a pas de dehors, pas de transcendance. Le troisième genre ne vous fait pas sortir de la nature, il vous y enfonce plus profondément. Vous ne montez pas vers un ciel des idées, vous comprenez les choses telles qu'elles sont en Dieu, c'est-à-dire dans l'unique réalité qui existe. Spinoza garde l'échelle de Platon, il enlève le ciel. Dans l'escolie 2 de la proposition 40 de la partie 2, Spinoza définit le premier genre en deux catégories. La première, la connaissance par expérience vague. Les choses représentées par les sens d'une façon tronquée, confuse et sans ordre pour l'entendement. C'est ce que vous avez vu, touché, entendu, sans comprendre les causes de ce que vous perceviez. La deuxième, la connaissance par signe et par ouï-dire. C'est ce que vous savez parce qu'on vous l'a dit, parce que vous l'avez lu, parce que vous l'avez entendu répéter assez souvent pour les retenir. Vous ne l'avez pas déduit, vous ne l'avez pas démontré, vous l'avez reçu.
Ces deux catégories forment l'opinion ou l'imagination, donc le premier genre. Et maintenant l'exemple du scolide est la proposition 35, l'un des plus beaux de toute l'éthique. Regardez le soleil, il vous semble proche. Spinoza écrit, je cite, lorsque nous regardons le soleil, nous imaginons qu'il est éloigné de nous de 200 pieds environ. Fin de citation. Vous savez intellectuellement que le soleil est à 150 millions de kilomètres. Vous l'avez appris, vous l'avez retenu. Et pourtant, quand vous sortez et que vous levez les yeux, il est là, proche, présent, à portée de main. Dans le scolide de la première proposition de la partie 4, Spinoza va encore plus loin. Je cite, « Les imaginations ne s'évanouissent pas par la présence du vrai, en tant que vrai. » Fin de citation. Retenez cette phrase. L'information ne suffit pas à corriger l'imagination. Vous savez que le soleil est loin. Votre imagination le voit proche. Les deux coexistent sans jamais s'y rencontrer. Vous avez une information vraie qui flotte au-dessus d'une image fausse. Deux étages qui ne communiquent pas. Voilà la structure du premier genre. Et c'est ainsi qu'on traverse la majeure partie de sa vie. Spinoza va encore plus loin dans le premier scolide et la proposition 40 dans la partie 2. Nos notions le plus générales, homme, cheval, chien, sont elles-mêmes des produits du premier genre. Elles varient d'un individu à l'autre. Celui qui a souvent admiré la stature des hommes définira l'homme comme un animal de stature droite. Un autre dira un animal capable de rire. Un troisième, un animal à deux pieds sans plumes. Chacun projette ses associations corporelles sur le concept. Ce n'est pas de la connaissance, ça. C'est plutôt de la biographie cognitive. Il y a un niveau au-dessus, Spinoza l'appelle la raison. Reprenons l'exemple des nombres proportionnels que Spinoza donne lui-même. 3 nombres, 1, 2, 3. Trouver les quatrièmes qui soient au troisième, c'est que le second est au premier. La réponse est 6. Un marchand sans formation mathématique répondra 6 sans hésiter. Il connaît la règle. Multiplier le deuxième par le troisième divisé par le premier. Il l'a apprise ou il en a fait l'expérience assez souvent. Premier genre, il applique sans comprendre. Quelqu'un qui connaît Euclide répondra 6 aussi, mais il peut démontrer pourquoi. Il comprend la propriété commune de nombres proportionnels. Deuxième genre, ce qui caractérise la raison chez Spinoza, c'est la connaissance des causes et des notions communes, ces propriétés qui appartiennent à toute chose et qui peuvent donc être connues adéquatement. Pas votre corps particulier, pas votre histoire particulière, ce qui est commun à tout. La science opère à ces niveaux. La physique, quant à elle, comprend les lois du mouvement. Le mathématique, quant à elle, démontre. C'est infiniment plus fiable que le premier genre, et pourtant Spinoza dit que ce n'est pas encore le sommet. C'est ici qu'il faut s'arrêter. Premier problème, l'éthique s'est contredit elle-même. Il y a dans l'éthique 2 affirmations qui ne peuvent pas être vraies en même temps. Dans la partie 2, proposition 28, je cite, « Les idées des affections du corps humain, en tant qu'elles sont rapportées à l'esprit humain seulement, ne sont pas claires et distinctes, mais confuses. Vos idées de ce qui arrive à votre corps sont confuses, toujours. C'est totalement structurel. Votre esprit n'a accès à votre corps que par des affections dont il ignore les causes complètes. » Maintenant, dans la partie 5, proposition 4, il écrit, je cite, « Il n'y a aucune affection du corps dont nous ne puissions former quelques concepts clairs et distincts. » Fin de citation. Aucune. Il n'y a aucune affection du corps dont on ne puisse former une idée claire. Réalisez les deux. Dans la partie 2, aucune de ces idées n'est claire. Dans la partie 5, toutes peuvent l'être. Ce n'est pas moi qui le remarque, c'est Ralph Walker, philosophe à Oxford, dans la revue Mind en 1985. Son diagnostic est que Spinoza travaille en réalité avec 2 définitions différentes de l'idée adéquate, sans jamais s'en percevoir. L'une héritée de sa propre métaphysique,
Une idée est adéquate quand elle est entièrement contenue dans l'idée que Dieu a de mon corps, et l'autre, héritée des Descartes. Ou une idée est adéquate quand elle m'apparaît claire et distincte quand je m'examine moi-même. Le deux ne coïncident pas. Et Spinoza construit tout son édifice thérapeutique, le passage du premier au troisième genre, la libération par la connaissance, sur cette faille. Deuxième problème, la fin de l'éthique ne tient pas. Jonathan Bennett est l'un des plus grands commentateurs anglophones de Spinoza. Son Study of Spinoza Ethic, publié à Cambridge en 1984, est un monument, près de 400 pages consacrées à reconstruire patiemment chaque argument. Et à la page 357, à propos de la seconde moitié de la partie 5, c'est où Spinoza tire les conséquences du troisième genre, l'éternité, dès l'éternité, l'amour intellectuel de Dieu. Bennett écrit que, je cite, c'est un désastre absolu et apparemment sans motif. Sans motif. C'est le mot qui fait mal. Bennett ne dit pas que Spinoza se trompe dans un raisonnement. Il dit que rien dans les 4 parties précédentes ne prépare ni ne justifie ce qui arrive à la fin. Comme si le système déraillait dans ces dernières pages. Et Bennett n'écrit pas ça en passant. Le recenseur de Mind le note. Bennett continue à discuter sur ces pages en détail, non pas parce qu'il pense pouvoir en sauver quelque chose, mais pour trouver qu'il n'y a rien à sauver. Troisième problème, le paradoxe du livre lui-même. L'éthique est écrite entièrement dans le deuxième genre. Définition, axiome, proposition, démonstration, de la géométrie du début à la fin. Spinoza y a passé des années. Si le troisième genre est si supérieur, s'il produit la plus grande satisfaction de l'esprit qui soit possible, comme le dit dans la proposition 27 de la partie 5, pourquoi n'a-t-il pas écrit l'éthique dans ces genres-là? Et surtout, comment sait-on qu'on y est? Comment distinguer la science intuitive d'une simple impression de comprendre, de ces sentiments de clarté qu'on peut parfaitement éprouver avec des idées fausses? Spinoza ne donne aucun critère extérieur, aucun test, aucune vérification. Ce que Spinoza peut répondre sur le troisième point, il y a une réponse et elle est dans la proposition 28 de la partie 5. L'effort ou le désir de connaître les choses par le troisième genre des connaissances ne peut naître du premier genre de connaissances, mais bien du deuxième. Autrement dit, on ne saute pas de l'opinion à l'intuition, c'est le travail patient de démonstration qui crée les conditions de l'intuition. L'éthique est une échelle, pas une destination. Spinoza ne vous donne pas la science intuitive, il vous donne les moyens d'y arriver vous-même. C'est cohérent. Ça ne résout ni les problèmes de Walker, ni celui de Bennett. Sur la contradiction de la partie 2, proposition 28, contre la partie 5, proposition 4, Spinoza n'a pas de réponse parce qu'il ne l'a jamais vu. Et une dernière chose qui n'est pas une objection mais une divergence, 2 siècles et demi plus tard, Bergson fera lui aussi de l'intuition le sommet de la connaissance. On le rapproche souvent pour cette raison. C'est un malentendu. Bergson n'a jamais écrit contre Spinoza, mais tout ce qu'il a construit va dans la direction opposée. Pour Bergson, l'intellect découpe, mesure, immobilise. Il déforme le réel en les figeant. L'intuition véritable ne monte pas vers l'éternel, elle plonge dans la durée, dans le temps vécu, dans le mouvement. Or, que fait Spinoza avec son troisième genre? Il saisit le chose sous l'aspect de l'éternité. Il sort du temps. Pour Bergson, ça serait exactement l'erreur. Ce que Spinoza appelle connaissance suprême, c'est encore de la géométrie, de l'intellect poussé jusqu'à son extrême limite, pas dépassé. Aucun des deux n'a raison contre l'autre, mais ils ne parlent pas du même réel. Malgré tout ça, et c'est ce qui rend Spinoza difficile à liquider, le troisième genre n'est pas du mysticisme. Revenons au nombre. 1, 2, 3, le quatrième proportionnel. Si vous avez le troisième genre, vous ne cherchez pas la règle, vous ne faites pas la démonstration. Vous voyez que c'est 6. Le rapport entre 1 et 2 est le même qu'entre 3 et 6. Vous les saisissez d'un coup, sans étape intermédiaire. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas
une croyance, c'est la saisie directe d'une nécessité et vous pouvez la vérifier. C'est bien 6. Le troisième genre, c'est ça. Appliquer non au nombre mais aux choses elles-mêmes. Dans les scolies 2 de la proposition 40, partie 2, je cite, la science intuitive et ce genre de connaissances progressent de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu jusqu'à la connaissance adéquate de l'essence des choses. Fin de citation. Dans la partie 5, Spinoza monte d'un cran. Dans la proposition 25, je cite, le suprême effort de l'esprit et sa souveraine vertu, c'est de comprendre les choses par les troisième genres de connaissances. Fin de citation. Dans la proposition 27, je cite encore, de ces troisième genres de connaissances naît la plus grande satisfaction de l'esprit qui soit possible. Fin de citation. Cette affection, Spinoza l'appelle ailleurs l'amour intellectuel de Dieu. Pas une extase, encore moins une émotion religieuse, une joie précise liée à une compréhension précise. Les choses sont nécessairement ce qu'elles sont, et les comprendre ainsi, c'est les voir telles qu'elles sont dans la réalité totale. Qu'est-ce que ça change concrètement? Retour au soleil. Le premier genre, il est proche, c'est votre corps qui parle. Le deuxième genre, il est à 150 millions de kilomètres. C'est la démonstration qui parle, mais l'image des proximités persiste. Le troisième genre, c'est essayer de comprendre la nécessité même de cette illusion. Pourquoi votre corps produit cette image, comment l'affection sensorielle fonctionne. C'est ce que ça révèle de la structure de toute perception, de telle sorte que vous ne subissez plus l'image, vous la voyez pour ce qu'elle est, insérée dans quelque chose de plus grand. Ce n'est pas abolir l'imagination, c'est la voir de l'extérieur. Et sur ces points précis, les affects comme objet des connaissances et non comme parasites de la raison. Spinoza a trouvé au XXe siècle un allié inattendu du côté des neurosciences. Le neurologue Antonio Damasio, qui a consacré un livre entier à défendre l'idée que Spinoza avait vu juste sur le lien entre corps, affect et pensée. Ce n'est pas une preuve, c'est un indice que le système n'est pas mort. Voici où on en est. La majeure partie de ce que vous appelez votre connaissance révèle du premier genre, les opinions héritées, les associations que votre corps a formées, les expériences vécues sans en comprendre les causes. Tout ça est réel, tout ça vous a façonné. Et tout ça, dit Spinoza, est l'unique cause de la fausseté. Sur ce point, il tient. Le premier genre est démoli méthodiquement. Sans échappatoire, vous pouvez être infiniment informé et ne rien savoir au sens où il entend le mot. Le sommet de son système, lui, est fissuré. Deux définitions incompatibles de l'idée adéquate. Une fin des livres que ses meilleurs commentateurs traitent de désastre, aucun critère pour distinguer l'intuition vraie de l'illusion de comprendre. Spinoza a démonté la connaissance ordinaire avec une rigueur que personne n'a égalée, et il n'a pas réussi à démontrer ce qu'il proposait à la place. C'est peut-être ça le vrai verdict. Il vous a enlevé les sols sous les pieds, et l'échelle qu'il vous tend ne tient pas au mur. Reste la question qu'il vous laisse et à laquelle personne ne répondra pour vous. Ce que vous croyez savoir, d'où les tenez-vous ?